Au firmament de l'économie mondiale, il existe une poignée de marques si célèbres qu'elles semblent indestructibles. On connaît leurs noms, leurs logos, leurs produits. Elles s'affichent dans tous les lieux. On les rencontre dans tous les pays. Il y a une vingtaine d'années, une autre marque faisait encore partie de ce club d'élite. Elle avait créé la pellicule et elle régnait sur l'industrie du film à Hollywood. Un autre sourire pour la photo, s'il vous plaît, Georges. Merci. Elle avait permis de mettre en image les plus grands moments de l'histoire. Elle était devenue la gardienne de nos souvenirs de vacances. On connaissait même ses publicités par cœur. Clic, clac, merci Kodak. Fondée il y a près de 130 ans, cette marque avait mis la photo à la portée de tous. Chacun avait utilisé un jour ou l'autre l'un de ses appareils. Son nom était presque devenu synonyme de photo. Kodak, c'était significatif de faire une photographie. Au début, les gens disaient même on va kodaker au lieu de dire on va faire une photo. Pendant un siècle, la marque a recruté les meilleurs chercheurs du monde, jusqu'à inventer un nouveau produit tous les 3 jours. Je l'appelle mon bébé. C'est le principe de fonctionnement d'un appareil numérique, encore aujourd'hui. C'était la reine de l'image, et c'était l'une des entreprises les plus rentables du monde. C'était des bénéfices colossaux. Nous avions beaucoup d'argent. Et pourtant, la marque qui écrasa durant un siècle tous ses concurrents est aujourd'hui au bord du gouffre. Il n'y avait plus assez de travail. Ils m'ont dit qu'il fallait partir. Du jour au lendemain, pour une raison X, tout ça. Comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire ? Une petite rue de Paris dans le quartier Montparnasse. Skyler, 22 ans, porte en bandoulière un objet devenu rare. Un objet que la plupart des gens de son âge n'ont jamais utilisé. C'est un appareil photo argentique, autrement dit un appareil avec une pellicule. Ça va? Très bien, et toi? Ouais, très bien. Cool. Je vais développer une pellicule. Oui, donc tu as fait du noir et blanc négatif. Hein. Ah non, c'est de la couleur. Oui, ça. c'est la couleur. Et aussi, il y a quelques années, c'était le passage obligé au retour des vacances. Comme Skyler, on venait faire développer ses films. Rembobiner la pellicule, la sortir de l'appareil. Merci. Ce cérémonial a disparu, sauf pour quelques amateurs amoureux de l'argentique. Avec les photos argentiques, c'est très... il y a un sentiment qui est là, parce que tu peux toucher le film. Tu peux toucher les négatifs. Et c'est un truc que tu ne peux pas faire avec les photos numériques. Parce que tout c'est sur un ordinateur. Donc c'est pas physique. C'est pas physique. Ouais. Il faut dire que ce jeune Américain n'est pas un client ordinaire. Il est étudiant en photographie. D'ailleurs, ici, on ne croise plus que des professionnels, des nostalgiques de la pellicule. L'argentique gardera toujours une approche poétique de la photographie qui est absolument merveilleuse. Un je ne sais quoi de secret qui fait qu'il y a une poésie de l'image que le numérique n'a pas. Ce magasin est un des rares lieux où l'on peut encore faire développer ses photos. L'un des seuls à avoir survécu il y a une dizaine d'années à une révolution. Et le siècle prochain sera numérique ou ne sera pas. Sachez que les ventes d'appareils photo de ce type ont tout simplement été multipliées par 10 en seulement 3 ans. La photo numérique n'a jamais été aussi simple. Les supermarchés, comme les détaillants l'ont bien compris, c'est le boom des appareils numériques. Dont les ventes doublent chaque année depuis 2 ans, une vente sur 4 à peu près. Je pense que aussi bien les photographes que les labos, que les professionnels, personne n'a vu venir le numérique dans le domaine photographique. Le numérique, un changement de technologie avec de nouveaux appareils sans pellicule qui a bouleversé le monde de la photo.
Les labos ont fermé. Les fabricants ont pris l'eau. Et parmi eux, l'incontestable numéro 1. Grandeur et décadence, l'entreprise Kodak est au bord de la faillite. Il faut dire que ce spécialiste du développement sur papier se heurte à une concurrence très rude de la photo numérique. Kodak a fait les mauvais choix et n'a pas voulu croire à l'explosion du numérique. Ainsi, ce serait ça l'histoire. Kodak, le roi de la photo, n'aurait pas vu venir le numérique. Comment cette entreprise, qui fut une des plus innovantes du siècle, a-t-elle pu manquer à ce point de clairvoyance? Les choses sont-elles vraiment si simples? Reprenons l'histoire où tout a commencé. Rochester, aux États-Unis. Ce samedi, c'est l'ouverture du Festival du Lilas. Dans cette petite ville de province, près de la frontière canadienne, le festival est un des plus grands événements de l'année, avec parade de majorettes et concerts de rock en plein air. Pour le reste, Rochester n'est pas New York ou San Francisco. C'est une petite ville américaine, comme il en existe des dizaines d'autres aux États-Unis. Des rues tracées au cordeau, quelques gratte-ciel en centre-ville, d'interminables zones pavillonnaires. Rien d'original, rien qui ne mérite le détour, si ce n'est l'omniprésence d'une marque. Car c'est bien ici qu'est née la multinationale Kodak. La tour de la direction domine le paysage. Un peu plus loin, un parc industriel s'étend en pleine ville sur 500 hectares. Et juste devant les grilles de l'usine, un mausolée conserve les cendres du visionnaire qui a bâti cet empire. George Eastman, l'un des plus grands industriels du XXe siècle. Pourtant, rien ne le prédisposait à un tel destin. Il a longtemps habité à quelques minutes du centre-ville, dans cette superbe maison dont les jardins n'ont quasiment pas bougé depuis 100 ans. Le voici ici avec quelques amis en 1928. C'est lui, George Eastman, le fondateur de Kodak. Aujourd'hui, la propriété est un des rares endroits où l'on trouve des touristes à Rochester. C'est devenu un musée sous la garde de la conservatrice Cathy Connors. Ça, c'est le hall d'accueil de la maison de George Eastman. C'est l'entrée d'un manoir de 50 pièces de style colonial qu'il fit construire entre 1902 et 1905. Et il a vécu ici la plus grande partie de sa vie, de 1905 à sa mort, en 1932. Une maison de 50 pièces, avec un jardin d'intérieur, des trophées de chasse, de nombreuses salles de réception, une salle à manger royale. À l'étage, la chambre de sa mère, la seule personne qui a partagé quelques années cette somptueuse demeure avec lui. La maison n'était pas seulement immense, elle était aussi particulièrement moderne pour l'époque, avec l'électricité, le téléphone, ou encore ce phonographe ancêtre de la chaîne hi-fi inventé par son ami Thomas Edison. En clair, M. Eastman avait les moyens. Monsieur Eastman était vraiment un homme très riche. Durant sa vie, il était sans doute un des 8 hommes les plus riches des États-Unis. C'était pourtant plutôt mal parti. En 1854, le petit George naît dans une famille modeste. À 5 ans, la mort de son père aggrave encore la situation. Parce qu'il faut bien gagner de l'argent, George arrête l'école à 14 ans. Le jour, il est coursier. Le soir, tout seul, il continue d'apprendre la comptabilité pour être finalement embauché dans cette banque. À 24 ans, il peut se payer ses premières vacances et rêve d'aller à Saint-Domingue. Il a alors une idée qui va changer sa vie. Il voulait profiter de ses vacances à Saint-Domingue pour repérer des maisons à vendre et les proposer à ses clients. C'est comme ça qu'il pensait gagner de l'argent. Et c'est comme ça qu'il a découvert la photographie. Parce que ses collègues lui ont dit « Si tu veux vendre des propriétés, il faut que tu puisses les montrer.
Et il y a deux façons de le faire. Soit tu engages un peintre, tu payes son voyage et il va peindre les maisons et authentifier qu'elles existent. Soit il faut que tu apprennes à faire des photos. Eastman choisit la photo. Mais il ne sait pas ce qu'il attend, car c'est une véritable expédition. Il faut prévoir une tente pleine de matériel. L'appareil est volumineux, il demande un trépied et tout un tas de produits chimiques dont certains sont dangereux. Pour prendre une photo, on doit répandre une émulsion sur des plaques de verre et développer les tirages immédiatement sur le lieu de prise de vue. Pendant qu'il s'entraînait à prendre des photos, il s'aspergeait de produits chimiques et il en renversait sur tous les récipients. Ça gâchait tout. Il s'est dit, il doit bien y avoir un moyen plus simple de faire des photos. Georges ne partira jamais à Saint-Domingue. Après quelques années d'expérience dans sa cuisine, il lance en 1885 la première pellicule moderne. Fini les plaques de verre, c'est un film souple. Mais ça ne lui suffit pas. George Eastman a un projet plus ambitieux. Il veut faire de la photo un loisir pour tous. 3 ans plus tard, il met au point le premier appareil photo amateur. Cette petite boîte permet de prendre une centaine de photos rondes, comme celle-ci. Il faut ensuite renvoyer l'appareil à Rochester pour le développement. Il choisit lui-même le slogan qui va faire fureur. Vous appuyez sur le bouton, on fait le reste. En 10 ans, on est passé de plusieurs kilos de matériel à une petite boîte carrée. Il reste à lui trouver un nom. Monsieur Eastman était persuadé qu'il fallait trouver un nom de marque facile à prononcer, facile à épeler, facile à mémoriser et qui n'existait pas déjà. Alors il a mis un K au début et un K à la fin, parce que le nom de jeune fille de sa mère, c'était Kilborn. Il a joué avec les voyelles et les consonnes jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose. Il a choisi Kodak pour son premier appareil et ça a marché. Mais cet appareil a encore un défaut. Il coûte 25 $. Pour l'époque, c'est une belle somme, l'équivalent de 400 € d'aujourd'hui. Alors, on l'offrait comme cadeau de mariage, par exemple. George Eastman veut faire beaucoup mieux. Il remplace le bois par le carton, il cherche des lentilles moins chères, et en 1900, il produit un nouvel appareil, le Brownie, au prix incroyable de 1 $. C'est un succès phénoménal. La fortune d'Eastman est assurée. Plusieurs millions de brownies seront vendus dans le monde. D'autres modèles vont suivre. Désormais, la photographie est accessible à tous. Il faut dire que cet as du marketing construit son succès sur une idée révolutionnaire. Il s'attaque à une clientèle inattendue pour l'époque, une clientèle qui ne touche jamais aux appareils photo, les femmes. On considérait que les femmes n'étaient pas faites pour le bricolage. Si elles avaient dû mélanger des produits chimiques, elles n'auraient jamais pris de photos. Le message de M. Eastman, c'était de rendre la photo suffisamment simple pour que les femmes soient capables de filmer leurs enfants grandir, leur maison, leur jardin, leurs voyages, leurs vacances et tous les moments importants de la vie, parce que ce sont les femmes qui étaient sensibles à ça. Alors en montrant une jolie jeune femme bien habillée qui tient une caméra, il s'est ouvert tout un nouveau marché pour ses produits. Des produits simples et pas chers, un marché gigantesque et une fabrication à grande échelle. En quelques années, la compagnie Eastman Kodak conquiert le monde. La petite société de Rochester devient une multinationale qui produit pellicules et appareils à la chaîne. Elle ouvre des usines en Angleterre ou en France, comme ici à Vincennes, où elle rachète les studios du groupe Pathé en 1927. La société de George Eastman dépasse désormais les 20 000 employés, et ce n'est que le début du succès. Dans les années 60, les vacances se démocratisent. Chaque famille espère bien rapporter quelques souvenirs à la maison. L'appareil photo devient donc indispensable. C'est alors que Kodak lance un nouveau produit qui deviendra un best-seller de la société de consommation. L'Instamatic, avec sa pellicule prête à l'emploi. Les flashs sont des petits cubes que l'on pose sur l'appareil.
Encore une fois, c'est la simplicité qui est mise en avant. Chargeur super pratique, quelques secondes et clic instamatique. En France, l'appareil est lancé par une nouvelle campagne publicitaire qui va marquer les esprits. Le film est tourné par les Surf, un groupe en vogue des années 60. Il s'achève par un slogan qui est resté dans la mémoire collective. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. Merci Kodak. La marque en vendra plus de 85 millions. Et pourtant, le succès de l'Instamatic, comme celui de ses autres appareils, est presque accessoire. Ce qui fait la force de Kodak, c'est le premier produit commercialisé par Eastman, la pellicule. C'est elle qui rapporte de l'argent. C'est grâce à ces confortables marges que l'entreprise peut se développer. Et tout est pensé en fonction de sa production. Installé dans la banlieue de Rochester, un homme a été responsable pendant de longues années de la production des pellicules. Retraité depuis 2003, Robert Shane Brooks était ingénieur chez Kodak pendant 35 ans. Il a même écrit un livre pour souligner à quel point la pellicule était au cœur de la stratégie de l'entreprise. Le nerf de la guerre, ça a toujours été le business de la pellicule. Les appareils ont été conçus pour aider à vendre du film. Mais le modèle économique était fondé sur la pellicule. Si on voulait prendre une analogie, c'est comme si Kodak était avant tout un fabricant de lames, qui faisait aussi des rasoirs. Dans l'histoire de Kodak, ça a toujours été la pellicule, la principale source de profit. Et pour cause. La fabrication d'une pellicule demande un grand savoir-faire. Au fil des ans, Kodak emploie les meilleurs chimistes pour réaliser des produits de plus en plus perfectionnés que personne d'autre ne sait réaliser. C'est vraiment un des produits de grande consommation les plus complexes qui existent. Il faut environ 200 composants pour une simple pellicule. Chacun de ces composants, dont ceux qui sont photosensibles, sont dosés d'une façon très spécifique et ensuite déposés sur un support en 15 couches simultanément. Donc ce sont vraiment des procédés de fabrication très pointus. Et ces procédés de fabrication, Kodak y fait très attention. François Sautron est entré comme ingénieur dans la branche française de Kodak en 1956. Il se souvient du luxe de précaution pour préserver le secret industriel. On était très parano, c'est-à-dire très parano. C'est-à-dire qu'on tenait beaucoup à nos secrets, au point que lorsqu'il y avait de nouvelles formules, les formules arrivaient déchirées en deux, il y avait un courrier avec une partie, et quelques jours après, on recevait l'autre partie, et on était prié de recoller l'ensemble. Des méthodes dignes d'un film d'espionnage qui permettent à Kodak de protéger son marché et de s'imposer comme le roi mondial de l'image. Hollywood est à ses pieds. Les films primés aux Oscars, ses succès planétaires que sont Automne emporte le vent, West Side Story, Ben-Hur ou Titanic, jusqu'à The Artist, sont tournés sur pellicule Kodak. À tel point qu'en 2002, la marque investit 75 millions de dollars pour que le temple du cinéma à Hollywood porte son nom. Ces pellicules n'ont pas seulement permis de réaliser les plus grands films de fiction, elles ont aussi capté les grands moments de l'histoire du XXe siècle, d'abord en noir et blanc, et puis en couleur. « 1937. Parti d'Europe, le dirigeable Hindenburg arrive aux États-Unis quand soudain... Au moment où il pointe vers le mât d'amarrage, une terrible explosion se produit à l'arrière du dirigeable. 35 personnes carbonisées, 33 grièvement blessées, un immense effort anéanti. Tel est le bilan de cette effroyable catastrophe qui a soulevé une profonde émotion dans le monde entier. La catastrophe est filmée et photographiée par de nombreux journalistes. Parmi eux, un seul possède une pellicule couleur, la Kodachrome, promise à un bel avenir. Le lendemain,
Ces clichés font la une du Sunday Mirror. Ce sont les premières photos d'actualité publiées en couleur. Et il y en aura bien d'autres. Les plus célèbres de toutes ont été prises le 20 juillet 1969. Pour la première fois, des hommes marchent sur la Lune. Toutes ces images sont faites avec des pellicules Kodak. La marque de Rochester a même fabriqué pour l'occasion une petite caméra spécifique à très haute résolution. Robert Shane Brooks s'en souvient très bien. Il venait juste d'être engagé. Moi, j'étais un jeune ingénieur, je démarrais. Mais je me suis débrouillé pour toucher les prototypes de caméras parce que je voulais être sûr de pouvoir dire ensuite « j'ai touché quelque chose qui est allé sur la Lune ». J'ai manipulé toutes les caméras qu'on avait préparées pour la NASA et Neil Armstrong a utilisé l'une d'elles pour photographier la surface de la Lune lors de ses premiers pas. Au début des années 80, Kodak emploie 135 000 employés dans le monde. La multinationale est au fait de sa gloire. Les actions sont au plus haut, les bénéfices atteignent des records. C'est-à-dire on régnait sur tout. C'est-à-dire qu'on avait la pellicule, l'appareil photo, le développement. On avait la chaîne complète. C'était un bloc, quoi. L'image, c'était nous. On ne pouvait pas faire quelque chose dans le monde où il y avait besoin d'une image sans faire appel à Kodak. On était vraiment partout. Quant à Rochester, c'est devenu une ville Kodak. 65 000 employés viennent tous les jours travailler dans un des plus grands sites industriels du monde. Au-delà de l'usine, toute la ville porte l'empreinte de la marque et de son fondateur. Il y a l'école de musique Eastman, le centre dentaire, l'hôpital, l'université. Le richissime fondateur de Kodak n'était pas seulement un visionnaire, c'était aussi un philanthrope qui se souciait du bien-être de ses employés. En 1932, gravement malade, il se suicide en laissant cette lettre. À mes amis, mon œuvre est achevée. Pourquoi attendre ? Ses successeurs, installés au 19e étage de la tour, poursuivent l'expansion de la marque. À la tête d'un tel empire, ils ont toutes les raisons d'être satisfaits. Un peu trop, peut-être. Oh, il y avait un certain orgueil. Oui, bien évidemment, il y avait un orgueil. Quand vous dominez à ce point-là un domaine, bon, vous avez une tendance à vous prendre pour le nombril du monde, quoi, c'est évident. En ces années 80, le seul nuage dans le ciel de Kodak, c'est pour la première fois la montée en puissance d'un sérieux concurrent, le japonais Fuji. Ses méthodes commerciales sont agressives et ses bénéfices augmentent 3 fois plus vite. Pourtant, le véritable danger ne vient pas de là. Le monde de la photo est en train de vivre une révolution. Une révolution que, paradoxalement, la marque Kodak a été la première à initier. Steve Sasson a travaillé 34 ans chez Kodak. Il est inconnu du grand public. Et pourtant, il restera dans l'histoire comme l'inventeur du premier appareil numérique. Dans son salon, il accumule les récompenses. En 2009, il a même été décoré par le président américain, Barack Obama. Ça, c'est un de mes plus grands souvenirs. J'ai vraiment eu de la chance, ne serait-ce que d'être nominé. C'est vraiment un honneur. Et le président était très accueillant. Il a fait quelques blagues. Quand il m'a appelé ici pour me remettre la médaille, vous pouvez me voir en train de rire, et c'est parce que, pendant qu'on annonçait la raison de ma récompense, il a pointé son doigt vers les caméramans qui étaient au fond de la salle, et alors... Steve J. Sasson, de la compagnie Eastman Kodak, pour l'invention de l'appareil numérique photo, qui a révolutionné la prise de vue, l'archivage et la création photographique.
Et là, avant de me passer la médaille, il s'est retourné et il a dit aux journalistes « Celle-là, elle a intérêt à être bonne ». Mais alors pourquoi cette récompense arrive-t-elle 30 ans après son invention? Car l'aventure de Steve Sasson commence en 1975. Tout jeune ingénieur qui sort de l'université, il rentre au département recherche et développement de Kodak. C'est un service prestigieux. Depuis toujours, l'entreprise en fait l'une de ses obsessions. Sur chaque dollar de pellicule vendue, 5% sont consacrés à la recherche. C'était très excitant pour un jeune ingénieur qui sortait de l'école. C'était formidable d'être entouré de gens si brillants, parce qu'ils étaient tous si différents. Il y avait des gens qui avaient des compétences dans tous les domaines de l'image. On demande alors au jeune Steve de travailler sur des capteurs électroniques. À l'époque, il n'est pas question de fabriquer un appareil, c'est juste un projet de recherche parmi d'autres. C'était pas un projet très important. Je crois qu'on a eu une conversation de 15-30 secondes. On m'a dit « Tiens, regarde ça, amuse-toi et vois ce que tu peux en faire ». En un an, le jeune ingénieur met pourtant au point un prototype qui permet de prendre une image numérique. C'est complètement nouveau. Et Steve comprend aussitôt qu'il a découvert quelque chose d'important. C'était vraiment motivant. J'ai tout de suite vu une occasion incroyable de changer fondamentalement la façon de prendre des photos. Et je me souviens d'avoir bien réfléchi avant de rédiger mon rapport là-dessus, parce que je ne voulais fâcher personne au sujet des pellicules ou quoi que ce soit, mais j'étais profondément persuadé que c'était une nouvelle façon de prendre des photos. Steve nous propose alors d'aller voir ce fameux prototype. Il est conservé à Rochester, au siège de l'entreprise. Avec sa culture du secret, Kodak n'a jamais aimé les caméras. Pas question de visiter les bureaux ou l'usine. L'appareil photo nous attend à la réception. Mais au moins, avec le célèbre Steve Sasson, l'accueil est chaleureux. Salut, comment ça va? Ah, mais c'est Steve en personne. C'est toujours un plaisir. Allez, on s'embrasse. Ça me fait plaisir de te voir, tu sais. Et tu as la caméra? Oui, oui, bien sûr. C'est donc à l'intérieur de cette petite valise noire que se trouve l'appareil qui eut un rôle si important dans l'histoire de Steve Sasson et de Kodak. Le premier appareil numérique de l'histoire. Et voilà le travail. Je vais la poser là. Vous pouvez la prendre si vous voulez, hein, ça fait environ 5 kilos. La chose est un peu encombrante, pas très pratique. Et elle ne permet pas de faire des photos de plus de 100 000 pixels, là où les appareils d'aujourd'hui en font couramment 10 millions. Bon, alors ça se tient comme ça. Et après, les données sont enregistrées ici. Et ça prend 23 secondes pour aller de l'image mise en mémoire jusqu'à l'enregistreur. Donc il faut 23 secondes entre chaque photographie. C'est très long, mais c'est une révolution. Voici une des toutes premières photos prises avec cet appareil. Pourtant, ce prototype, qui est aujourd'hui jalousement conservé au siège social, n'a pas suscité un grand enthousiasme auprès de la direction. À Kodak, on travaille depuis des générations sur le film. La culture maison, c'est la chimie, pas l'électronique. Et les patrons restent pour le moins dubitatifs devant cet appareil sans pellicule. On était tous des chimistes, hein. Et on regardait tous, moi le premier d'ailleurs, hein, on regardait les électroniciens comme un peu des gars qui n'avaient pas été fichus de faire des études de chimie. Hein. On les regardait vraiment de haut. Ah, on nous regardait bizarrement. On nous disait, ces photos, vous allez les regarder sur un écran de télé, mais ensuite vous pourrez les imprimer. Et est-ce que les gens vont apprécier ces photos imprimées? Et comment est-ce qu'on allait les stocker? Il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas d'ordinateur dans les maisons à l'époque, il n'y avait pas de disque dur. Donc cette chaîne numérique à laquelle on est habitué aujourd'hui n'existait pas. Donc beaucoup de ces questions étaient de vraies bonnes questions. Toutes ces questions posent surtout un problème de fond à Kodak. Développer le numérique, ce serait remettre en cause la pellicule.
Or, la société de Rochester a fait sa fortune sur l'argentique. C'est un secteur éminemment rentable, ce qui ne sera sans doute pas le cas pour le numérique. On subodorait que les bénéfices que l'on allait faire dans le numérique allaient être ridicules par rapport aux bénéfices que l'on faisait. C'est des rapports de combien vous tombez à 1%, vous tombez à... Bon, là où vous étiez à 12 ou 15 Oui, 12-19, on était plus près de 19 que bon. En 1985, l'un des dirigeants de Kodak écrit même dans le Wall Street Journal « Il est difficile de trouver un produit dans le monde dont la marge bénéficiaire soit comparable à celle de la photo couleur et qui soit légale. » Avec une telle rente, se lancer dans le numérique est un pari risqué. Kodak n'a pas été surpris par le numérique. La marque était même très consciente de ce que représentait le business du numérique. Mais elle ne voyait pas comment créer le modèle économique qui va avec. C'était ça la difficulté. Comment est-ce que vous allez passer d'une technologie à une toute autre technologie où tout est différent? Pas seulement la technologie elle-même, mais tout le modèle économique. Comment est-ce que vous allez gagner de l'argent? Satisfaire les besoins des consommateurs? Quels sont les nouveaux concurrents? Vos nouveaux partenaires? Et c'était un sacré défi pour une société établie comme l'était Kodak. Persuadée qu'elle fait la loi sur le marché, la direction de Kodak décide donc de retarder son entrée dans le numérique. Steve Sasson, lui, reste dans l'entreprise et se consacre à d'autres projets. Et vous avez gagné de l'argent avec votre appareil? Je crois qu'ils m'ont donné $1 pour le brevet. Alors que Rochester s'interroge sur son avenir, en France, Kodak n'a jamais été aussi célèbre. Sa dernière campagne publicitaire fait un tabac. Ces trois personnages sont l'œuvre d'un réalisateur encore peu connu, Jean-Paul Goude. La rencontre avec Kodak est un tournant de sa carrière. Dans l'histoire de tous les gens de ma génération, Kodak, c'est l'empire de la photo. Justement, c'était mon client le plus prestigieux parce que ses affaires marchaient du tonnerre. Donc c'était la cerise sur le gâteau pour moi. C'était très amusant de faire Kodak. J'ai l'impression tout d'un coup d'avoir fait irruption dans le monde publicitaire avec des clients et des responsabilités de choix. La campagne est un succès. Ce spot est même primé à Cannes. Pourtant, ce n'était sans doute pas ce qu'avait imaginé la direction de Rochester. On m'a téléphoné en me disant on vous donne la campagne Kodak à condition que vous trouviez une façon de représenter la famille française. La famille en vacances, pour moi, ça a toujours été les maillots rayés rouge et blanc. C'est un archétype. Par contre, le décalage, c'était le petit chapeau. Ces publicités ne traverseront jamais l'Atlantique. Trop françaises et pas conformes à l'image de la famille traditionnelle. Les Américains ont même trouvé un sens caché au fameux chapeau. Oui, parce qu'il était considéré comme phallique. Mais en le faisant, je voulais dire que j'étais aussi... j'y ai pensé aussi, mais... bon, si on doit penser à ça tout le temps, c'est pas possible. Alors que la publicité donne un coup de jeune à son image, Kodak vit en France sa première crise. La concurrence s'est durcie. Fuji, le grand rival de Kodak, vient de marquer un point en lançant un produit à succès, l'appareil jetable. Kodak n'a plus qu'à suivre. C'est la première fois que le leader se fait ainsi doubler sur le marché de la photo grand public. Il est temps de resserrer les boulons. À quelques encablures de Paris, l'usine historique de Vincennes n'est plus adaptée. Elle doit être détruite et transférée sur le site de Chalon-sur-Saône en Bourgogne. Le 12 août 1987, une page se tourne. Devant les cadres de l'entreprise, le dernier bâtiment de l'usine disparaît. La plus haute cheminée de France est foudroyée par quelques kilos de dynamite.
cheminée Kodak Pathé qui trônait au centre de la vénérable usine d'avant-guerre avait valeur de symbole pour toute une génération de travailleurs. N'empêche, 89 mètres de cheminée, ça fait un gros tas et beaucoup de briques souvenirs. François Sautron n'est plus ingénieur. Il est devenu alors directeur du personnel. Ce jour-là, il est aux premières loges. C'était une cheminée qui était très connue, qui se voyait de partout, de très 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 loin. Et donc c'était vraiment le symbole, et c'était marqué sur la cheminée Kodak Pathé. C'est vous ça Oui, c'est moi. C'est moi qui suis là, voilà, avec ma secrétaire derrière. Depuis le fondateur George Eastman, Kodak a une tradition humaniste. C'est l'une des premières entreprises, par exemple, à instaurer la participation aux bénéfices pour les employés. Alors, quand il faut licencier, Kodak y met les formes. Puisqu'il est directeur du personnel, c'est à François Sautron d'annoncer les mauvaises nouvelles. Mais à Kodak, c'est une tâche presque agréable. À chaque personne, on disait « saisissez votre chance ». On voulait que quitter Kodak soit un plus. Alors le directeur du personnel demande à chaque salarié concerné ce qu'il aimerait faire. Taxi, restaurateur, même ce qui n'a rien à voir avec la photo, tout est ouvert. Il y en a beaucoup qui ont changé de métier. Il y en a beaucoup qui ont profité de ça pour réaliser un rêve. Nous c'était retrouver du travail aux gens. C'est simple. Retrouver du travail aux gens. À quelques kilomètres de Sarlat, une coquette bâtisse perdue dans la campagne. Lionel Mouchotte a travaillé chez Kodak comme son père et son grand-père. Pendant 11 ans, il était dessinateur industriel. Ce n'est plus tout à fait le cas. De tous les anciens de chez Kodak, il représente une des reconversions les plus inattendues. En 1984, lorsqu'il apprend que l'usine de Vincennes va fermer, il demande au directeur du personnel de l'aider à se lancer dans le foie gras. Quand je lui ai annoncé que je voulais aller gaver, que je voulais faire du gavage, il m'a regardé avec des grands yeux, il ne comprenait pas. Et une semaine après, il s'est précipité sur moi. Ah, monsieur Mouchotte, je voulais vous voir, je vous donne carte blanche. Le directeur du personnel propose alors de lui doubler sa prime de départ pour l'aider à s'installer. Sa femme, Christiane, infirmière à l'hôpital, a un peu de mal à y croire. Quand mon mari est rentré le soir, j'ai dit au fait, ils ont signé un papier, enfin quelque chose, une preuve écrite. Il me dit, ben non, on m'a dit ça comme ça. Alors bon, moi j'étais pas très tranquille quand même. Donc je lui dis, tu sais, il faudrait quand même être sûr. Ben, il me dit, écoute, t'as qu'à y aller, toi. Hein. Donc j'ai demandé un rendez-vous avec monsieur Sautron. Et puis donc je lui dis, vous savez, monsieur Sautron, est-ce que vous pourriez me faire un papier comme quoi vous nous accordez cette aide? Il me dit, madame, je n'ai qu'une parole. C'est-à-dire qu'on majorait considérablement sa prime de licenciement. Et étant donné que la direction nous donnait vraiment toute l'attitude, c'était majoré en fonction de la confiance qu'on avait dans la personne, en fonction de la réussite que l'on pensait qu'il allait obtenir. Les largesses de l'employeur ne s'arrêtent pas là. À M. Mouchotte, on dégote un stage d'1 an pour apprendre les rudiments du gavage. À Mme Mouchotte, qui ne fait pourtant pas partie de l'entreprise, on paye un stage de gestion. Kodak donne aussi un coup de main pour trouver la ferme, payer le déménagement et même faire un peu de publicité. Voilà, on avait cogité sur la manière de pouvoir nous faire connaître, un peu comme une carte de visite de l'entreprise. Et donc, c'est Kodak qui nous a imprimé ça. C'est le canot de départ, quoi. Vous en avez imprimé combien? Je sais pas, mais j'en ai encore. Des milliers, je pense. Voilà. Nous étions vraiment dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Nous avions de l'argent. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est étranglé, qui est en faillite complète et qui dit au revoir. Hein. Mais cette période dorée va bientôt prendre fin. Kodak, la multinationale généreuse et paternaliste, affrontera bientôt une réalité économique implacable.
À Rochester, aujourd'hui, quand on visite la ville, le parc industriel de plusieurs dizaines d'hectares est toujours là. Mais à y regarder de plus près, l'activité n'est plus la même. Les rues avoisinantes ont des allures de ville fantôme. Robert Shane Brooks a vécu toutes ces transformations. Tout ça, ça a fermé. Ça, c'était des restaurants. Là, il y a une banque qui a fermé. J'y allais souvent. Le restaurant à côté, il est fermé depuis 5 ans. Et là, c'était plein de voitures. Tout ça, c'était plein de voitures, ce grand parking. Et là, il n'en reste même pas une alors qu'on est en pleine semaine. Là, dans ce secteur, il y avait des concessionnaires de voitures parce que beaucoup de gens s'achetaient des voitures avec les primes de Kodak. Et dès que Kodak a commencé à plonger, les concessionnaires sont partis. Là, vous voyez cette pancarte bleue, il y avait un concessionnaire Jaguar et Pontiac. Et ça, c'était un des bâtiments où l'on fabriquait les pellicules. Mais c'est fermé. C'est un bâtiment vide maintenant, les portes sont scellées et le bâtiment est condamné. Et là, c'est le dernier bâtiment au monde où Kodak fabrique encore de la pellicule. Le conseil d'administration a estimé que pour améliorer nos performances à long terme, il était nécessaire de renouveler la direction. L'homme qui s'adresse ainsi à ses salariés s'appelle Kay Whitmore. C'est le PDG de Kodak et il est poussé vers la sortie par les actionnaires. Nous sommes en 1993. C'est dans ces années-là que les problèmes sérieux ont commencé. Le monde technologique est en pleine effervescence. Les ordinateurs deviennent des produits accessibles, Internet se développe, tout comme les téléphones portables, la télévision haute définition. L'ère numérique devient une réalité. Kodak ne peut plus ignorer ce marché. Le spécialiste de la pellicule doit lui aussi se mettre à fabriquer des appareils numériques. Mais alors qu'il avait des années d'avance avec l'appareil de Steve Sasson, il n'est plus qu'un acteur parmi d'autres sur un marché qu'il connaît mal. Mon remplaçant sera choisi à l'extérieur de l'entreprise et cette recherche commence immédiatement. C'est une révolution culturelle. Non seulement pour la première fois, le PDG George Fisher est recruté à l'extérieur de Kodak, mais il ne vient pas de la chimie. C'est un homme de l'électronique, un ancien de Motorola. Et lors d'une interview à la BBC, il ne cache pas ses objectifs. Un des problèmes que nous avons eus dans le passé, c'est qu'on avait peur de l'avenir électronique, du futur numérique. Eh bien maintenant, on va rentrer à fond dans le numérique, et peu importe les conséquences. On ne va pas s'inquiéter de savoir si ça va concurrencer le marché de la pellicule ou je ne sais quoi, on va juste y aller à fond. Est-ce que vous ne pensez pas que l'âge d'or de Kodak est passé? Que c'est une époque définitivement révolue? J'en doute. Je pense que vous allez avoir des sacrées surprises. George Fisher est bien optimiste. Pour les employés, la surprise prendra surtout la forme de licenciements massifs. À Rochester, c'est par milliers que Kodak réduit ses effectifs. Un traumatisme incompréhensible dans cette ville qui s'est développée pendant des années grâce à Kodak et où l'on y travaillait souvent depuis des générations. Ils ont appelé ma femme ce matin. Ils lui ont dit que je n'avais plus de boulot. Mais c'est une sacrée galère, j'ai 3 gamins à la maison. Dès que j'ai vu le gars arriver, je lui ai dit « Vous venez pas pour me virer ?» Il m'a dit « Si. » Suivez-moi dans mon bureau, s'il vous plaît. Ouais, c'est aujourd'hui qu'ils nous l'ont annoncé. Mais je pensais pas que ça tomberait sur moi. Quand vous aviez un boulot chez Kodak, vous étiez tranquille, vous aviez un boulot à vie. Maintenant, on n'est plus sûr de rien. Il n'y avait plus assez de travail. Il fallait se débarrasser de nous. Ils m'ont dit qu'il fallait partir. Mais les licenciements ne règlent pas le problème de fond. Comment prendre le virage du numérique alors que toute l'entreprise a été pensée en fonction de la pellicule? Alors on avance à reculons. En 1996, ce même PDG qui annonçait la ruée vers le numérique fait de la publicité pour une nouvelle pellicule.
C'est un projet hybride lancé en commun avec son concurrent Fuji. L'APS est une pellicule classique que l'on peut développer sur papier. Mais grâce à une piste numérique, on peut aussi, après le développement, visualiser ces photos sur écran. Kodak veut en faire un événement. Pour le lancement, on embauche l'une des plus célèbres mannequins du moment, une certaine Carla Bruni. Grâce aux informations de la piste numérique, on peut choisir plusieurs formats de photos avec la même pellicule. Les responsables de Kodak sont formels, l'APS, c'est l'avenir. La plupart des nouvelles innovations seront faites sur ce nouveau format. Il ouvre de nouvelles perspectives sur le marché. Mais il est trop tard pour la pellicule. L'APS, produit hybride, survivra 8 ans avant de disparaître, écrasé par le tout numérique. On était incapable de trouver la grande idée, vous savez, la grande idée. Vous aviez tous ces gens avec une telle compétence, tous ces brevets et ces capacités de fabrication. Mais vous devez faire fabriquer quelque chose que les gens veulent acheter et utiliser. Et personne n'est arrivé à trouver la grande idée. Et la descente aux enfers continue. Puisque les clients n'achètent plus de pellicules, les laboratoires de développement ferment les uns après les autres. Kodak pense alors avoir trouvé la parade. Ces photos numériques, les consommateurs devront bien les imprimer. Il faut donc investir dans les imprimantes. Mais les retombées sont décevantes. Les habitudes de consommation ont changé. Les photos de vacances que l'on rangeait dans un album sont remplacées par un diaporama sur l'ordinateur. Là où on a le plus approché cette grande idée, c'est avec l'impression à jet d'encre grand public pour le développement des photos. Mais en termes de profit, ça n'a rien à voir avec l'industrie de la pellicule. Jusqu'au bout, la marque fait semblant d'y croire, comme cette incroyable mise en scène en 2004. Pour réduire un outil de production devenu inutile et trop grand, Kodak détruit une part de ses usines historiques à Rochester. La démolition est présentée comme un show à l'américaine. Toute la ville est conviée pour assister non pas à une destruction, mais à une révolution. Les bâtiments tombent, l'un après l'autre, et la révolution reste un vain mot. Le marché de la pellicule disparaît, et Kodak se rapproche de la faillite, inexorablement. Nous étions un paquebot, on ne vire pas une masse comme ça, quoi. C'est le Titanic avec le truc devant, quoi. On ne peut pas virer, Breaking news and weather authority. This is 13 Wham News at 11. L'entreprise avait fait la notoriété de Rochester. Elle a fourni des milliers d'emplois et des millions de souvenirs pour chacun. Ce soir, l'annonce de la faillite compromet sérieusement l'avenir de l'entreprise. En janvier 2012, l'entreprise américaine est officiellement en faillite. Contrôlée par un juge, il lui reste quelques mois pour trouver un plan de redressement et éviter la liquidation. Son nouveau PDG fait ce qu'il peut pour rassurer les actionnaires. Nous devons passer par cette étape pour mener à bien notre transformation et bâtir les plus solides fondations possibles pour le Kodak du futur. Désormais, seule l'usine de Rochester produira encore un peu de pellicule pour le cinéma. La fabrication de tous les appareils photo est arrêtée. Pour éponger une dette de près de 6 milliards d'euros, Kodak espère encore vendre aux enchères 1 millier de brevets mis au point par ses chercheurs. Pas sûr que ce sera suffisant. Je n'ai pas de boule de cristal, mais ça me paraît difficile de voir comment ils vont s'en sortir avec les obstacles qu'ils ont à affronter. Je vois aucun avenir. Aucun avenir. Ils sont en train de vendre les brevets. Une fois que vous avez vendu les bijoux de famille, je ne sais pas qu'est-ce qui reste. En France, Kodak a quasiment déjà disparu depuis plusieurs années.
L'usine de Vincennes en 1987, le laboratoire de Sevran en 1993 et la dernière usine de Chalon-sur-Saône en 2008. Quelques bâtiments ont été supprimés, mais le site industriel de 80 hectares est toujours là. Il y a 10 ans, tout appartenait à Kodak. Aux heures glorieuses, il y eut ici jusqu'à 3000 employés. Kodak avait même acheté tous ses champs, 140 hectares de plus pour son extension future. Aujourd'hui, les locaux ont été revendus à de nouvelles entreprises. Il ne reste plus rien de la marque. Enfin, presque plus rien. Sur ce mur-là, ouais. Il y avait l'enseigne Kodak, le mur en pierre, là. Ah, il n'y a plus rien, là, maintenant. On ne peut pas être et avoir été. Ce monsieur qui nous sert de guide s'appelle Jean-Pierre Martel. Il a été le dernier PDG de Kodak France. C'est lui qui a fermé le site et reclassé les salariés. Il n'est plus chez Kodak, mais il n'est pas tout à fait parti. Alors nous arrivons à ce qui était l'ancienne bibliothèque du centre de recherche, que nous occupons maintenant pour garder le souvenir, la mémoire de ce que Kodak a été sur Chalon. Alors ça avance. Après 42 ans passés dans l'entreprise, il vient encore ici tous les jeudis, retrouver quelques collègues bénévoles pour rassembler ce qui reste de la marque. Là, on est en train de repérer dans les Codeco, c'est-à-dire le journal d'entreprise, les articles qui peuvent nous intéresser et qui peuvent intéresser des gens qui feraient des recherches sur Kodak. Donc, que ça concerne des procédés de fabrication, que ça peut concerner aussi les organisations ou les hommes. C'est un travail énorme, ça. C'est un travail de fourmi. Pour nous, c'est un devoir de mémoire, mais il est tellement naturel que je me demande même pourquoi je l'ai expliqué. Si quelqu'un à un moment ne se lève pas en disant « Attendez, on doit garder un peu tout ce qu'on a été pendant 50 ans à Chalon, et même bien avant avec Kodak Pathé à Vincennes, tout disparaîtrait. » L'ancien PDG est donc devenu archiviste. Sans aigreur ni remords, mais surpris quand même du destin extraordinaire de cette entreprise. Encore pas Jean. C'est un exemple unique dans le monde industriel. Je n'ai pas trouvé d'autres industries qui soient confrontées à un tel changement technologique. Comment un géant comme ça, assez brutalement quand même, assez brutalement, disparaît. Voilà. Changement de technologie. Changement de technologie. Je répète, nous étions des chimistes. L'électronique arrive. La chimie du silicium remplace la chimie du carbone. Bon. Ultime paradoxe. Kodak avait été créé il y a près de 130 ans par George Eastman pour rendre la photographie accessible à tous. Alors qu'avec le numérique, la photo n'a jamais été aussi facile, la marque de Rochester pourrait disparaître définitivement.